Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Scotch, Marketing et Domination Mondiale. Ça fait un certain temps que j'ai pas fait de podcast. Je m'excuse pour cette longue absence. Écoutez, je suis occupé, j'ai des studios vidéo maintenant, ça a l'air. Et puis, j'ai fait ces studios-là pour que ce soit plus simple et rapide de faire mes podcasts finalement. Je passe tellement de temps à faire les studios que je prends pas le temps de faire les podcasts pour lesquels j'ai fait des studios de temps. Fait que c'est ça qui arrive quand on a trop d'idées et qu'on est entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai une entrevue avec David Proulx, qui est l'entrepreneur derrière l'entreprise Social.mom, avec qui on a parlé de ce projet-là dans notre dernier podcast. C'était l'épisode numéro 23 en 2018. Ça fait maintenant 5 ans. Il y a plein de choses qui sont passées depuis. La pandémie, entre autres, qui a eu un impact au niveau de ton modèle d'affaires, de comment est-ce que les choses se sont déroulées pour ton entreprise. Et maintenant, on a tu es en train de te lancer dans un nouveau projet à propos d'intelligence artificielle et on le sait, c'est un sujet qui est en feu en ce moment, hein, le AI. Tout le monde parle de AI. Plein de tech startups qui commencent en AI. La plupart des gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire le AI, pourquoi est-ce que c'est cool, qu'est-ce que ça permet de mieux faire, pourquoi est-ce que tout d'un coup, le AI est rendu intéressant à intégrer dans son entreprise. Fait qu'on va pouvoir en parler. Et pour ceux qui sont curieux, pour ceux qui veulent en avoir pour leur argent, quand ils écoutent un podcast, ils aiment ça avoir un bon ROI sur leur podcast. Parce que, personnellement, faut que ça vale chaque minute. Exact. Bon, il y a une subvention canadienne qu'on va discuter dans cet épisode-là qui pourrait vous permettre d'aller chercher quand même pas mal d'argent pour pas grand-chose et de profiter justement de ces nouvelles opportunités-là. Donc, on va en parler plus tard dans le podcast. Mais avant, merci beaucoup de t'être déplacé. On va en parler plus tard, mais tôt. Comme ça, on va pas être... Parce que d'après moi, on va jaser pas mal. Donc, on va s'assurer de couvrir le sujet tôt pour qu'il ne soit pas obligé de les garder comme un bonbon jusqu'à la fin. Exact. Mais on va être intéressant jusqu'à la fin, ça, c'est sûr. Parce exact. Que toi, oui, moi, j'espère. D'habitude, t'es pas pire. T'es pas pire. Fait que, c'est ça. Fait que, merci beaucoup de t'être déplacé, d'être venu sur le podcast. Toujours un plaisir de te parler. Puis pour ça, d'ailleurs, que, tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast. J'en fais avec toi. Parce que j'aime ça parler avec toi. Puis c'est ça qui est le fun avec les podcasts, c'est qu'on n'a pas souvent l'opportunité quand on a des business, on est occupé, là, on n'a pas juste ça à faire, s'appeler puis jaser de nos vies. Le podcast, ça nous donne une belle excuse, en fait, d'avoir des conversations profondes, intéressantes, qui vont dans des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement non plus quand on fait juste jaser pour jaser. Ouais. Fait c'est ça. Oui, ben tu sais, c'est que les Zoom meetings, on a toujours une heure de fin parce qu'après ça, on a un autre Zoom meeting qui commence tout de suite après. Là. Donc, tu sais, de faire un podcast comme ça, je suis content qu'on prenne ce temps-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie longue conversation, toi et moi. On s'est parlé à plusieurs reprises, tu sais, quelques minutes ici et là, mais de prendre le temps aujourd'hui, je suis super content. Là. Yes. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'épisode 23? Outre le fait qu'un enfant s'est ajouté dans ma vie, on a eu notre troisième, Caleb. Social.mom, ça a été une montagne russe. Donc, quand on s'était vu, c'était comme au début de l'entreprise. Puis, tu sais, moi, j'avais pris le modèle san-franciscain, c'est-à-dire pas de vente, de la croissance, puis de lever de ronde en ronde. T'sais. Donc, notre première ronde était à 3,5, notre deuxième ronde était à 8. Puis, juste avant la pandémie, on avait une valo de 15 millions US. Fait que j'étais super content, tout était cool. Puis, j'étais supposé de faire une levée de financement la 3e semaine de mars 2020. Donc, la semaine avant, le plan de match familial, c'était la semaine d'avant, on était toute la famille à Punta Cana. Je prenais ça relax, je me refaisais des forces, puis après ça, j'allais faire un roadshow à San Francisco. Puis, pour lever la prochaine ronde. Puis, pendant que j'étais à Punta Cana, à tous les jours, je recevais des annulations de rencontres parce que les bureaux fermaient. Puis, ça a vraiment été un bordel absolu. Puis, tu sais, Social.mom, depuis qu'on s'est vu, je pense qu'on s'est vu, j'avais genre comme 10 000 downloads peut-être. Là. Je sais pas exactement j'étais où dans notre growth path, mais on revenait de notre tournée canadienne avec le Winnebago Rose là, qu'on avait fait d'Halifax à Vancouver. Puis, aujourd'hui, on est à 600 000 téléchargements. Donc, on a eu vraiment une super belle croissance. Mais la COVID nous a massacrés. Les gens sont surpris de ça. Mais non, c'est un app, c'est de la tech. La tech, pendant la pandémie, le monde était pogné chez eux. Il y avait juste ça à faire. Pas tout à fait. Parce que nous, ce qu'on avait fait, tout l'éthos derrière Social.mom, c'était de hacker la culture des médias sociaux pour emmener les mamans à se rencontrer dans la vraie vie. Parce que tu peux vraiment briser la solitude quand les gens se voient dans la vraie vie. On a besoin de ce contact humain. Là. Regarde-là. Là. Regarde, là, t'es là. C'est 100 fois meilleur que si on se faisait un Zoom. Là. Ouais. Donc, notre but, c'est ça, d'emmener les mamans ensemble. Puis, la mécanique de l'app, c'est que il y avait plein de mamans gênées
qui n'osaient pas dire qui veut venir prendre un café. Fait que quand une maman le faisait, puis qu'elle rencontrait son ami, puis qu'elle se prenait en selfie pour dire « Hey, voici mon ami que je me suis fait social.mom, il est super cool, blablabla », ça donnait le courage aux autres de publier la même chose. Puis là, ça faisait un effet boule de neige. Puis là, ça grandissait. Mais si on m'enlève l'opportunité que les gens se rencontrent dans la vraie vie, ben social.mom devient rien de moins qu'une version cheap de Facebook. Puis avec la pandémie, c'est ça qui est arrivé. Donc, ça a fucké notre croissance totalement. Puis là, à ce moment-là, si ta croissance elle est plus belle, ben là, tes levées de capitaux sont plus belles. Exact. Puis avec la chute en bourse qu'il y avait en même temps, tout a été compliqué. C'est encore en vie, on a restructuré, mais j'ai dit à mon épouse que moi, je voulais faire d'autres choses. Donc, ça roule encore. Puis ça, on a fait, depuis qu'on s'est vu, là, écoute, pense-y, là, on a des milliers de témoignages de mamans qui nous ont écrit pour dire qu'on les a aidés avec leur dépression postpartum. On a 13 suicides qu'on sait qui n'ont pas eu lieu grâce au support que les mamans ont reçu dans l'application. Ça, c'est au minimum 13 enfants là, qui se font embrasser sur le front à tous les soirs grâce à du code. Pense-y, là. On a fait du code qui a sauvé des vies. C'est malade. Là. Mais ça ne vaudra pas 1 milliard. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Mon épouse a continué de l'opérer pour aider les mamans, faire du bien aux mamans. Puis moi, quand j'ai pris ma pause avec elle, pas ma pause de couple, je suis toujours avec elle. Je veux dire, Audrey, ça part, je pars avec. Là. Mais la pause dans social.mom, j'ai développé un intérêt pour l'intelligence artificielle juste avant que ça devienne le buzz absolu. Quelques mois avant que ça devienne le buzz absolu que c'est maintenant. Puis, la beauté, c'est que ça m'a donné du temps. Parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui s'intéressent à l'AI, mais ils n'ont pas le temps de mettre tout le temps qu'il faut pour savoir qu'est-ce qui est du bon stock de qu'est-ce qui est de la bullshit. T'sais. C'est pas juste une question de temps. Je pense que c'est aussi une question de compétences préexistantes qui sont nécessaires à comprendre comment est-ce que le AI fonctionne. Puis de faire la différence entre, OK, ça, c'est une technologie qui est révolutionnaire, puis ça, c'est juste du buzz à cause qu'il se base. C'est juste une copie boboche de l'autre truc qui est meilleur. Et, tu sais, c'est juste comme quand le AI est sorti, moi, je me suis mis à faire des articles de blog à propos justement de comment est-ce que ça fonctionne. C'est quoi, comment est-ce qu'ils sont capables de faire qu'est-ce qu'ils font? Parce que sur la surface, ça a l'air d'être de la magie. Là. Quand on s'était appelé la première fois, justement, on s'était discuté, on avait dit, on se rappelle où est-ce qu'on était quand on a vu ChatGPT sortir pour la première fois. Moi, je me rappelle très bien, j'étais en train de faire le studio de Sherbrooke, j'étais dans mon petit Airbnb cheapo à côté, dans l'espèce de vieux fauteuil de grand-mère, genre que le monde met dans leur Airbnb parce qu'ils veulent pas chez eux. Puis là, j'étais comme en train de regarder ça, puis il était rendu genre 11h30 le soir. Ouais. Puis j'avais plein d'émotions là, en dedans de moi. J'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là? Parce que là, tu penses à tout comme... Non, le monde change. Moi, j'ai tout de suite pensé à tous les employés de Service Canada qui peuvent être remplacés par un robot chat. Il y a beaucoup d'employés de Service Canada qui peuvent être remplacés sans avoir besoin d'un robot chat. C'est pas moi qui l'ai dit. De façon très ironique, là, les gens qui sont dans la fonction publique, c'est probablement... Tous ceux qui sont payés par le gouvernement ont une protection face au danger du AI. Ceux qui n'ont pas de protection, c'est les entrepreneurs. Parce que les gens qui sont en fonction publique, eux, ils ont des syndicats. Ils ne vont pas perdre leur job. Ils vont être payés à rien faire s'il faut. Ouais. Mais ils vont garder leur job. Ouais. Fait eux, ils sont pas... Il y a comme une grosse partie, une grosse classe de notre société qui est protégée on peut argumenter que c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Bon, je pense à certaines choses. Je ne vais pas pousser... Mais moi, je pense que personne n'est menacé par l'AI. Puis... Tu sais, on pourra parler philosophiquement tantôt si tu veux, là, mais moi, je vois vraiment, c'est que tout le monde maintenant a l'équivalent de 200 adjoints ou adjointes prêts à répondre à n'importe quelle question à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. L'adjoint se sent définitivement menacé. Non, parce que l'adjoint, si c'est le tour s'en servir, il est capable d'avoir le power hallucinant puis d'être un super... Regarde, je vais te dire de quoi. L'AI va pas prendre la job de l'adjoint. L'adjoint qui utilise l'AI va prendre la job de l'adjoint. Oui, définitivement. Ceci étant dit, c'est un peu comme quand on a commencé à rentrer des robots dans les industries. Je veux dire, au début, tu avais une grosse masse salariale de gens qui travaillaient dans les shops. Sauf que là, on s'est mis à automatiser cette main-d'œuvre-là, qui était de la main-d'œuvre non qualifiée. Puis maintenant, ces gens-là, il faut qu'ils fassent d'autres choses. Oui, il y en a certains qui vont aller faire la maintenance, qui vont aller faire l'installation, qui vont aller faire l'entretien, qui vont aller faire la recherche et développement. Puis ça, c'est des meilleurs jobs. Puis moi, je suis à 100% d'accord avec ça, que les gens qui travaillaient à faire des jobs répétitifs sur des lignes de production, que n'importe quel singe est capable de faire,
probablement qu'ils étaient capables de faire quelque chose de mieux avec leur temps, de quoi de plus productif, de mieux pour leur éveillement spirituel, avec leur famille, avec leurs amis, avec leur communauté. Probablement qu'il y avait des opportunités qui étaient en train un peu de squander leur temps puis leur vie à faire cette maudite job-là. Puis l'automation permet maintenant à du monde comme toi puis moi de profiter de l'abondance dans une société sans qu'on ait besoin d'avoir 60% des hommes qui travaillent dans les shops. Which is great. Sauf que la personne qui a 60 ans, qui vient de se faire mettre dehors de sa shop, elle a moins de mobilité, elle ne peut pas se revirer de bord. Ouais. Mais la différence, c'est que toutes les technologies qu'il y a eu par le passé, là, que ce soit l'électrification ou que ce soit la robotisation, ça a toujours affecté les cols bleus. Là, c'est une technologie qui affecte les cols blancs. Définitivement. Et là, c'est là que les cols blancs capotent parce qu'ils ont toujours dit, ben, il y avait juste à aller s'éduquer ces gens-là. Learn to code. Puis là, maintenant, c'est eux qui sont là. Exact. Mais la beauté, c'est que ces gens-là sont supposés d'avoir les ressources intellectuelles pour s'adapter et retrouver un endroit où ils vont être, où ils vont apporter de la valeur à la société. Mais écoute, cette philo-là, on pourrait en parler super longtemps, là, mais pour revenir sur les 5 ans puis qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que tu as dit à ton auditoire qu'il y avait une subvention, fait que là, ils sont là comme, peux-tu m'en donner la subvention? Là? Pendant que je faisais toute ma recherche puis que tout popait en même temps, j'ai commencé à contacter des gens de mon réseau. Tu sais, j'ai eu une agence marketing pendant longtemps que j'ai vendue avant Social.mom. Donc, j'ai quand même un bon réseau. Puis, tu sais, ma mère pense que je suis intelligent, puis il y a d'autres personnes aussi qui s'entendent pour dire que je suis pas si pire. Là. Donc, j'ai fait, dans mon réseau, je disais, hey, si vous avez envie d'explorer l'AI, faites-moi signe, je vais peut-être me partir quelque chose. T'sais. Puis, un m'a essayé, un autre m'a essayé, puis là, je me suis mis à me faire booker du travail. Puis, c'est là que j'ai décidé de partir une firme de consultation qui s'appelle Good Move AI. Puis, dans le fond, c'est d'emmener une approche pratico-pratique, archi-pragmatique, terrain. Là. Pas de la philosophie, mais de comment tu fais pour utiliser la tech pour diminuer les coûts reliés aux activités à valeur non ajoutée, puis leverager la créativité des humains. Et là, ça a l'air plein de beaux buzzwords marketing préparés d'avance. En fait, ils sont préparés d'avance, puis c'est ChatGPT qui les a écrits à ma place. C'est même pas une blague. Donc, mais l'idée, c'est vraiment... moi, j'haïs faire la vaisselle. Pour vrai, là, j'haïs faire la vaisselle. Puis, dans tous les jobs, il y a de la vaisselle. Tu sais, si tu viens manger chez nous, là, ce que tu veux, c'est de la bonne bouffe, du bon vin, des bonnes discussions. Comment je fais la vaisselle? T'as aucun... Lui, il est bon pour faire la vaisselle. Il était carré. Non, on s'en fout de la vaisselle. Donc, dans tous les business, il y a des activités comme ça que tes clients s'en contrefoutent, que tu fais parce que tu es obligé de la faire parce que si tu ne la fais pas, ça devient le bordel absolu. Puis, les chances sont que 90% des chances qu'on est capable de diminuer, voire automatiser ces tâches de vaisselle-là. Puis, tu vois, hier, je parlais avec un client, j'ai sorti cette phrase-là pour la première fois, puis je vais la réutiliser tout le temps. Je dis, à moins que tu aimes travailler plus pour faire la même quantité d'argent, tu n'as pas besoin de moi. Sinon, si tu veux travailler moins pour la même quantité d'argent, tu as besoin de moi. Puis, tu le sais comme moi, maintenant, puis si on pourra en parler tantôt, moi, je pense que l'avenir du web, c'est les API. Puis je pense qu'on va vivre juste dans un monde d'API qui vont se parler. C'est qu'aujourd'hui, on est capable, grâce à l'API d'OpenAI, de mettre de l'intelligence artificielle dans n'importe quel process. Puis, tu sais, l'intelligence artificielle en ce moment est plus intelligente que le quotient intellectuel moyen du citoyen moyen. T'sais. Puis après ça, quand ça va être rendu à 5 et 6, ça va être plus intelligent que n'importe qui sur Terre. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra parler tantôt. Je pense que tout le monde a assez eu de podcast Doomsday là-dessus. Là. Mais fait que c'est ça. Grosso modo, j'ai passé de Social.mom à Good Move AI. Puis j'ai le fun. J'ai du fun de ma vie parce que la valeur que je crée en entreprise, et les clients me remercient, ils en prendraient plus. T'sais. Puis là, par-dessus ça, il y a la subvention Pécan. Puis là, ça, c'est de l'or en barre pour les entrepreneurs. En fait, je t'ai contacté en te disant, il faut que ton audience soit au courant de ce programme-là.
parce que j'ai jamais vu un programme gouvernemental aussi généreux. Donc, le programme Pécan, c'est le gouvernement fédéral couvre 90% des honoraires d'un consultant pour guider l'entreprise dans l'adoption de nouvelles technologies pour augmenter son rendement. Fait que là, ça, ce que ça veut dire en plain French, c'est que l'entrepreneur met 1500, parce que c'est jusqu'à concurrence de 15 000. L'entrepreneur met 1500, le gouvernement met 15 000. Moi, je rentre dans le shop, je regarde les process, tous les différents processus administratifs qu'il y a dans l'entreprise. Ça peut même être d'autres trucs au niveau des opérations. Puis là, je fais un PAN, un plan d'accès numérique, où je dis à l'entrepreneur, OK, où tu as le plus d'argent à faire, c'est là avec telle techno. Après ça, tu as telle autre techno. Après ça, tu sais, comme je fais un plan dans l'ordre, avec les risques associés à l'implémentation, les facteurs clés à regarder dans l'implémentation. Puis là, après ça, lui, il a un beau roadmap technologique pour comment sauver de l'argent. Fait qu'il peut l'implémenter lui-même, puis that's it. Ou s'il veut aller plus loin, le plan d'accès numérique pré-qualifie pour la BDC. Pour un prêt sans intérêt de 5 ans. Puis la première année, tu ne payes pas d'intérêt parce qu'il n'y en a pas. Puis tu ne payes même pas le capital, tu as un congé absolu d'1 an. Ah, il n'y a pas d'intérêt dessus. Il n'y a pas. Je dis ça comme ça, là, mais ça ne serait pas responsable de le faire, mais c'est probablement que je le ferais si j'irais chercher cette subvention-là. Ce serait un bon moment d'acheter Bitcoin en ce moment. Je dis ça comme ça. Mais en fait, la façon que ça fonctionne, ce qu'il y a dans le plan d'accès numérique, c'est ce que la BDC va financer. OK. Donc, toi, tu arrives avec ton plan d'intervention et l'implémentation de ce plan-là va être financée par le prêt. Exactement. Fait que si, exemple, tu as besoin de c'est entre 20 et 100 000, dépendamment de la taille de l'entreprise. Fait que supposons que tu veux de quoi qui coûte 30 000, puis que dans ton REER ou dans ton CELI, tu as 30 000, ben, au lieu de prendre ton CELI pour acheter le stock que tu voudrais, ben, laisse ton 30 000 dans ton CELI, puis va à BDC, puis prends l'argent sans intérêt. Puis avec ton CELI, tu peux bien l'investir dans ce que tu veux, ton argent. Là. Je sais que Bitcoin est hors CELI, mais tu es tellement un fan de Bitcoin que tu vas dire, go, payons l'impôt dessus. Puis, non, il y a un ETF de Bitcoin au Canada. Ouais, mais l'ETF n'est pas 100% corrélé avec le Bitcoin, je suis sûr. Là. Ben, il n'est pas 100% corrélé, mais au Canada, avec ton CELI, ça reste plus avantageux. C'est pas un gars de Sherbrooke, d'ailleurs, qui est aux ventes de cet ETF ontarien-là? Aucune idée. Je sais qu'à Sherbrooke, ironiquement, il y a une grosse communauté Bitcoin à cause que le gars de Bitfarm vient de Sherbrooke. Ouais. À la base. Un des co-founders, justement, qui était, je pense qu'il est décédé récemment, par contre. Ouais. Ouais, malheureusement. Crise du cœur. On ne fera pas de spéculation sur la cause. Mais attends, mais c'est pas fini, hein? There's more! Parce que après le prêt sans intérêt de la BDC, tu peux aussi avoir une subvention de 7 300 d'innovation, sciences, développement économique pour embaucher un jeune talent, donc un jeune diplômé avec moins de 2 ans d'expérience, pour implémenter ce qu'il y a dans le plan. Fait que là, puis c'est pour ça que je te dis, il faut que ta communauté soit au courant de ça. Là. Tu mets 1500, tu reçois 15 000 pour m'engager, tu as un prêt sans intérêt entre 20 et 100 000, puis tu as 7 300 pour embaucher un étudiant. Donc, écoute, ça bat les rendements Bitcoin, je pense. Là. Ouais, c'est un no-brainer. Honnêtement, c'est parce que je suis vraiment très frileux sur les subventions. Je suis pas le genre de personne qui prend... moralement, j'aime pas les subventions. J'aimerais ça qu'ils arrêtent de prendre mon argent pour la donner à d'autres entrepreneurs. Point. Ceci étant dit, quand il y en a, il faut en profiter. J'aurais été mal placé de dire ça parce que j'ai profité du PACME quand il y a eu la crise du COVID. Là, il donnait beaucoup d'argent pour les subventions au niveau de la formation sur Internet. Donc, je suis pas je suis pas blanc comme neige au niveau de mon usage des subventions. J'en ai profité aussi. Fait que faut pas être gêné pour en prendre. Tu payes de l'impôt. Fait qu'à quelque part, c'est une manière que tes impôts te reviennent. T'sais, moi, c'est comme quand j'entends le monde chialer contre les paradis fiscaux, mais que leur CELI n'est pas plein. Ouais. Parce que le CELI, c'est la définition d'un paradis fiscal. Là. Donc, tu sais... quoi que le revenu est quand même déjà imposé une fois. Là. Oui, mais une fois qu'il est dedans... Mais là, c'est le nouveau, le CELIAP. Ah, ça, c'est un vrai paradis fiscal. Parce que tu n'as aucune imposition. Hein. C'est ça. En tout cas, quand même, c'est bon. Pas un podcast de finance, hein, mais question comme ça en lien avec Goodmove AI. Ce qui est intéressant avec... parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle, mais... Quand tu t'en vas dans une entreprise et que tu fais des propositions pour être capable de moderniser ou d'automatiser ou de simplifier les processus,
c'est pas uniquement avec les AI. Parce qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent qui nous disent « Ah, ben moi, les AI, j'ai checké, puis ça n'a pas rapport avec mon entreprise. Je pense pas que j'en ai de besoin. » Mais c'est pas juste ça. Il y a énormément de... Sans AI, il y a beaucoup de free lunch sur la table à aller chercher. La première règle de l'AI, puis en passant, peut-être les gens nous entendent dire AI, puis ils disent « Pourquoi ils disent pas IA? Pourquoi ils disent pas IA? » C'est que, je t'ai averti, Olivier, que moi, je suis pas capable de dire IA. Parce que j'ai juste comme IA tremblé tout le temps dans la tête. IA! Fait que ça l'a comme ruiné pour moi. Je sais même pas c'est qui IA tremblé. Ah, man, je suis trop vieux. Je l'ai sur mon ordi, je te le montrerai tantôt. Okay. C'était un comique des années 80 qui disait toujours IA! Donc, c'est ça. Mais tu vois, on vient de marquer notre différence d'âge. C'est ça. Qu'est-ce que je te disais juste avant ça, avant ma joke de IA, là? Je suis en train de dire que c'est pas juste au niveau de l'intelligence artificielle. Tu sais, n'importe qui est compétent en AI va appliquer la règle. Si tu peux régler un problème sans l'AI, règle-le sans l'AI. C'est surtout vrai avec les modèles non entraînés, quand tu vas faire du machine learning avec des modèles non entraînés. Puis si tu veux, tantôt, on pourra expliquer à l'auditoire la différence entre le pre-train et le pas pre-train. Donc, moi, quand je rentre en entreprise, des fois, il y a plein de trucs qui peuvent être juste réglés avec du code ordinaire, des plateformes déjà existantes. Donc, tu sais, moi, mon travail en tant que consultant certifié Pécan, parce que c'est pas tout le monde qui est certifié Pécan, donc c'est juste comme on est à 500 quelques boîtes au Canada qui ont été accréditées Pécan. Donc, tu sais, si je vois que la business n'a pas de CRM, ben je vais dire, ben man, mets-toi un CRM. T'sais. Puis si je vois que la personne, exemple, au téléphone, ils ont énormément de notes à prendre, ben je vais dire, ben là, mets-toi un outil d'AI de reconnaissance speech-to-text qui va prendre les notes automatiquement puis qui va mettre à jour ton CRM. Donc, c'est vraiment de voir l'entreprise est rendue où. Cependant, maintenant, ce qu'il faut comprendre avec l'API d'OpenAI, c'est que avec Zapier, Make ou N8N, tu es vraiment capable de mettre de l'intelligence artificielle dans à peu près n'importe quel process. Puis c'est ça que la communauté d'affaires n'a pas encore compris. C'est que mettre de l'intelligence artificielle, c'est pas de t'engager une firme à qui tu vas devoir donner 300 000 $. C'est vrai si tu as un modèle non préentraîné puis que tu dois trainer. Là, ça va coûter la totale. Puis il y a d'autres subventions pour faire ça qui couvrent à 50% ces trucs-là. Mais c'est qu'aujourd'hui, avec le modèle pre-train, tu es capable de mettre de l'intelligence artificielle dans n'importe quoi. Puis je sais que toi, tu es un fan de Zapier. Moi, je préfère Make, mais je dois dire que Zapier fait une meilleure utilisation d'API d'OpenAI que Make. Puis je suis à ça de payer le plus pour... J'ai quitté Zapier, puis là, je vais revenir la tête je veux juste faire une petite pause publicitaire comme ça pour mentionner le fait que tous les membres de la tranchée ont accès à un compte Zapier gratuitement. Vous avez juste à vous connecter sur la page d'accueil. Il y a quelques petites conditions dans le sens qu'il faut que vous ayez participé un peu au forum. Il faut être niveau 5 ou 10, un des deux, pour avoir votre compte. Mais c'est un compte qui est complètement gratuit. Tant et aussi longtemps que vous êtes membre de la tranchée, vous avez accès à Zapier qui est d'une valeur de 60 $ US par mois. Parce que moi, j'ai le gros plan entreprise qui me permet d'avoir plein de sous-comptes. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? L'autre membre de la tranchée ne va pas y avoir accès. C'est combien être membre de la tranchée? C'est 34,99 $. Fait que c'est moins cher l'abonnement de la tranchée qu'un abonnement à Zapier. Puis être un invité au podcast, ça paye combien? Ça paye à rien. Ah, ben là. Mais je vais m'abonner pour à 39, faire partie de la communauté pour le plaisir. Je vais pas pouvoir contribuer autant parce que tu connais. Tu vas pouvoir prendre ton compte Zapier. Mais écoute, au lieu de donner l'argent à Zapier, je vais la donner à toi puis je vais juste être content de l'utiliser. Mais t'as-tu des rate limits sur. Ouais, dans le fond, je dis aux gens, il y a un petit. Je me rappelle pas c'est quoi le nombre d'actions par mois, je pense que c'est autour de 5000. Puis après ça, dans le fond, je fais juste biller qu'est-ce que Zapier me bill en overcharge. Mais tu as parlé justement de Make, de N8N et Zapier. La raison pourquoi est-ce que j'ai pris Zapier versus Make, à cause que l'année passée, j'ai fait une formation. C'est vraiment cool. On a fait une formation collaborative sur le marketing par courriel. Donc, je l'ai fait entre autres avec David Grégoire, Alexandre Martel et un paquet d'autres mondes. Et dans cette formation-là, j'ai parlé entre autres de l'automation et j'ai recommandé aux gens de prendre Make. À cause que Make est plus versatile que Zapier. Sauf que là, je suis en train de regarder pour introduire les gens à l'automation et faire une formation sur le sujet. D'ailleurs, il y a une petite liste d'attente quelque part qui se trouve sur la tranchée. Les liens vont être sur la page des notes de cours de ce podcast. C'est incroyable. Et Zapier est plus simple à débugger, est plus simple à prendre en main, est plus facile
d'utilisation quand tu commences. C'est juste pour ça. Ouais, tu vois, moi, c'est pas les raisons pourquoi je préfère Zapier. Parce que je trouve que les logs de Make sont super bien faits. Là, puis, tu sais, où que ça plante, moi, je trouve que tu le vois facilement. Puis, tu sais, j'aime ça. Mais, tu sais, tout le monde a des profils différents d'utilisation des technos. Hein. Ouais. Donc, tu sais, comme mes caméras chez nous, c'est pas comme les caméras chez vous. Puis, tu sais, mais on s'entend pareil, on est capable d'être amis, même si on est différents. On a eu toute une discussion de geek avant qu'on commence le podcast, là, parce qu'on se comparait à nos imprimantes 3D. Oh! Mais je pense, moi, à mes yeux, Zapier, c'est que, il y a plus d'intégration. Donc, si, tu sais, comme moi, j'aime beaucoup les nouveaux outils, tu sais, Product Hunt, je vais là tout le temps, puis j'aime essayer les nouvelles affaires. Puis, tu sais, si tu as un startup, puis que tu veux te connecter sur une plateforme, ben, tu vas prendre Zapier avant de prendre Make, à cause du volume de Zapier versus Make. T'sais. Donc, tu as ça. Puis, ils utilisent mieux OpenAI que Make. Puis ça, je suis déçu parce que c'est pas tant d'ouvrage que ça pour Make de mieux utiliser. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont deux intégrations. Il y a une intégration OpenAI, où tu as l'API de Whisper pour faire la transcription des sons vers texte. Tu as DaVinci pour être capable de faire la completion, mais tu as aussi une autre application séparée qui est ChatGPT, où si tu as un abonnement payant à ChatGPT, tu es capable d'aller chercher GPT-4. Sans faire le waiting list? Tu as une waiting list. J'ai pas. Moi, j'ai GPT-4 avec l'abonnement payant. Moi, j'ai GPT-4 avec l'abonnement payant. Exact. Mon API, je suis pas sûr si c'est l'API de GPT-4. Non, tu l'as dans un drop-down. Tu peux sélectionner GPT-4 et quand tu te connectes directement sur... Ben, moi, j'ai appliqué sur la waiting list, j'ai été accepté, mais dans mon compte OpenAI, moi, j'ai accès là, à toutes les nouvelles fonctionnalités. Comme là, maintenant, on a... C'est un petit peu technique pour les gens qui écoutent. On est rendu avec 16 000 tokens de contexte pour GPT 3.5. On a les fonctions qui ont été rajoutées. Je ne sais pas si tu as... Puis tu as l'App Store qui a été lancé hier avec des modèles payants. Je ne sais pas si tu as vu. Là. Ils font un App Store. Tu sais, tu as des plugins. Moi, j'ai les plugins. Ouais. Oui, OK. Mais moi aussi, j'ai les plugins. Inquiète-toi pas, je paye. L'App Store. Ce qu'ils ont lancé hier, c'est que tu vas pouvoir faire des plugins payants. Puis il va y avoir un partage de revenus entre le développeur et OpenAI, de la même manière qu'il y en a un avec le Play Store ou l'Apple Store. OK. Puis ça, ce qui est malade, tu sais, les gens s'en souviennent pas, mais dans le temps de Windows, au début de l'Internet, Bill Gates avait tout fait ce qu'il pouvait pour tuer la gang de Netscape. Parce que lui, il avait compris, ça s'est joué en 6 mois, il avait compris 6 mois trop tard que dans l'avenir, les gens n'auraient plus besoin d'un système d'exploitation puis que tout se passerait dans le web browser. Puis que si ça l'arrivait, l'utilité de Windows serait grandement diminuée. Puis d'autres OS qui feraient juste fournir un browser pourraient donner un accès à toutes les fonctionnalités d'entreprise. Puis là, on recule genre comme en 97, je pense. Puis parce qu'il était 6 mois en retard en 97, Netscape a explosé. Puis là, ça l'a fait l'Internet qu'on connaît aujourd'hui qui ont perdu le monopole. Mais là, avec OpenAI, la position de Microsoft est tellement grande. L'avenir de l'Internet, c'est d'être un market d'API qui se parlent les uns aux autres. Puis en ayant le modèle pre-trained, parce que tu as vu comme moi le mail qui disait « We have no moat ». Donc, c'est Google qui dit on n'a pas de protection de business. Là. On ne peut pas être protégé par des brevets. On n'a pas de protection pour protéger notre cash puis nos investissements. Quand il n'y a pas de barrière à l'entrée, qu'il n'y a pas de protection, il te reste une défense, puis c'est le network effect. C'est le network effect. Les gens utilisent ta plateforme parce que c'est ta plateforme qui a le plus de monde. C'est comme au Québec, on dit le principe de la saucisse high grade. C'est la plus fraîche parce que tout le monde en mange parce que c'est la plus fraîche. Fait que tu sais, toi puis moi, demain matin, on décide de se partir un média social de business. Ben, tout le monde va dire, ben non, il y a LinkedIn, puis tout le monde est là. Je ne vais pas aller sur ton réseau, il n'y a pas un chat. Tout le monde a un compte, mais personne n'est là. Non, c'est ça, tout le monde a un compte, personne n'est là. Mais tu sais, regarde qu'est-ce que Mastodon a essayé de faire. Tu sais, Mastodon, quand Musk a pris le contrôle de Twitter, ils ont dit, OK, voilà notre opportunité, puis là, on va ramasser tout le monde qui ne sont pas contents avec Musk. Mais ils n'ont pas une masse critique dans Mastodon. Côté Mastodon, parce que Mastodon... Là, ça veut dire côté non centralisé. Non, mais c'est parce que là, dans le fond, je ne suis pas l'expert à tout casser de Apple, là, mais de ce que j'ai compris, Apple, dans leur dernier
dans le dernier keynote, là, je ne sais pas c'est quoi le nom de l'événement, je ne me rappelle plus. Ils ont annoncé justement une intégration où tu as un genre de média social juste pour les gens de Apple pour être capable de voir. Le Journal, je pense qu'il appelle. Okay. Ça serait basé. Je suis Android, moi. Ouais, ok, bon. Même bateau ici. Mais ça serait basé sur la tech de Mastodon. Qui est une tech décentralisée. Mais l'affaire, c'est que qui permet justement à Apple de venir parce que c'est que dans la pyramide de la tech, okay, tu as les créateurs de contenu qui sont en bas qui se peuvent faire manger leur lunch par les plateformes. Donc, la journée que Facebook décide de ne plus t'envoyer de trafic ou YouTube de ne plus t'envoyer de trafic, ben t'es fourré. Fait que le créateur de contenu, il est en bas de la pyramide. Tu as les plateformes qui sont au milieu, puis au-dessus, tu as les devices. Puis on l'a vu dans toute la saga Parler aux États-Unis et tout, que Parler s'est juste fait désactiver son positionnement parce qu'il est en forte croissance sur le Play Store puis l'App Store. Donc, le device est roi. Donc, à ce moment-là, Apple, demain matin, il l'a fait. Il a décidé, OK, on prend la techno de Mastodon, on va permettre aux gens de communiquer avec les gens autour d'eux, fine. Mais ils ont le pouvoir de faire ça. Puis c'est là où, tu sais, dans le leverage, je pense que Musk, dans toute sa chicane de Twitter, il disait, s'il faut que je fasse un téléphone, je vais faire un téléphone. Puis là, ça fait qu'il ne se fait pas banner des Play Store puis du App Store. Exact. Donc, parce que le device est roi, tu sais, parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Là. Ben, un device dans un écosystème fermé est roi. C'est ça qui est problématique avec Apple. Mais là, le positionnement que je te disais, c'est que là, Microsoft, ils ont manqué leur position de monopole avec les furteurs Internet. Ils étaient 6 mois trop tard. Mais là, avec leur partenariat avec plus qu'un partenariat, là, je veux dire, c'est les autres les plus gros actionnaires d'OpenAI. Là, ils sont avec le network effect qui est en train de se bâtir autour d'OpenAI. Ils sont en train d'essayer de se positionner pour à nouveau avoir un monopole. Parce que là, qui va vouloir d'un API sans intelligence artificielle? Mais, puis c'est ça qui est surprenant aussi avec le fait que Apple n'ait pas parlé de AI, The Open Bar, de toute leur keynote. Ils n'en ont pas parlé. Quand tu regardes l'événement que Facebook ont fait, quand tu regardes l'événement que Google ont fait, à chaque 4 mots, tu avais AI qui était mentionné. Apple n'ont pas l'air de The Open Bar. Ils ont mentionné machine learning un peu, à cause que là, ils ont annoncé qu'ils allaient rentrer dans la course au casque à réalité virtuelle avec le Metaverse. Ils n'ont jamais dit Metaverse. Ils sont très, très particuliers dans les mots qu'ils choisissent d'utiliser. C'est parce que Zuckerberg a scrappé le mot Metaverse. Parce qu'une fois qu'il s'est appelé Meta, il n'y a aucune autre compagnie qui va vouloir avouer Metaverse en étant soumis à Facebook. Exact. C'est la pire décision de branding ever. On est d'accord là-dessus. Même lui, il le regrette parce que maintenant, s'il pouvait la renommer AI au lieu de Meta, je pense qu'il le ferait. Exact. Puis côté monopole, parce qu'on parle un peu là, de monopole au niveau du logiciel, dans l'interface. OK, quand les gens pensent à l'intelligence artificielle, ils vont penser à ChatGPT en premier parce que c'est comme l'application qui a été la plus sticky, la plus facile, la plus... Moi, personnellement, dans mes onglets d'ouverture, c'est ChatGPT. Quand j'ai une question sur mon téléphone, je prends ChatGPT. Ce qui est vraiment bien avec ChatGPT, parce que des fois, effectivement, il dit n'importe quoi, mais quand tu as des connaissances et que tu vas utiliser ChatGPT puis que tu es déjà compétent dans un domaine, là, ça devient vraiment puissant parce que tu es comme, mais c'est quoi donc qu'il disait dans tel livre? Il parlait de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il disait donc? Puis là, lui est capable d'aller de côté exactement la page où est-ce que c'est mentionné. Ça, c'est juste complètement débile. Mais au niveau du monopole, je pense que les grands gagnants de tout ça, c'est NVIDIA qui ont le hardware en dessous du software, qui ont quasiment un monopole là, sur les types de cartes graphiques qui sont utilisés pour entraîner les moteurs, les modèles de machine learning. Fait que, à mon sens, les rois... On fait juste regarder la valuation d'NVIDIA. Je pense qu'ils viennent de dépasser le trillion. Oui, mais tu sais ça, tout le monde capote. Puis là, écoute, tu vas vraiment voir mon côté geeky. Puis je sais pas si tu sais, mais j'ai un bac en finance des HEC. Là. Okay. Donc, tu sais, quand le Developer Conference de NVIDIA était au mois de mars. Puis là, tu regardes l'explosion où ils ont vraiment annoncé le HS200, je crois, qui est le modèle de carte. Peut-être que je me trompe sur le nom du modèle, mais ils l'ont annoncé là. Puis, tu regardes la croissance du stock de mars à aujourd'hui. C'est super bon. Mais pour le fun, fait une corrélation avec Facebook, Microsoft. Ils ont tous les stocks techno
ont très bien performé depuis mars. Ouais, c'est parce que tu parles de deux stocks qui sont corrélés aussi en AI. Facebook est en AI, Microsoft est en AI, Facebook Google est en AI. Ouais, mais tu sais, comme dire que c'est le grand gagnant, il y a un edge. Mais moi, je me demande, tu sais, comme par rapport au LLM, là, tu sais, qui prennent les... Là, on rentre dans du bain geek. En passant, peut-être que les gens ne savent même pas c'est quoi un API, hein, puis on n'arrête pas de dire que c'est l'avenir. Là. Ouais, on va step back. Ouais. Puis on va parler d'API. OK. C'est bon. Ça. C'est bon. On va garder le reste pour après. C'est bon, super. Ceux qui ont des questions et qui aimeraient en savoir plus, posez-nous des questions dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Mais d'ici là, écoute, on va falloir vous contenter là, de ce qu'on donne pour les débutants. Vous êtes juste sur le podcast, devenez membre, là, payez un peu, puis on va vous en donner plus. Donc, tantôt, tu as mentionné quelque chose qui était intéressant, qui était, je pense que l'avenir, ça va être une grosse toile interconnectée d'API. Ouais. L'interconnexion des API, c'est quelque chose qui est très, très... c'est capital, à mon sens. Quand tu investis dans un nouveau plugin WordPress, dans un nouveau outil de technologie, la première chose que je regarde, c'est est-ce qu'il y a un API? 2, est-ce qu'il est bien documenté? 3, est-ce que c'est facile de se connecter avec? Ouais. Un exemple simple, les plugins d'affiliation sur WordPress, il y en a 1 million. Il y en a un qui est très, très bien documenté, c'est WP Affiliate Pro. Il y a un API, il est bien documenté, ça va bien. Pourquoi est-ce que ça prend un API? Parce qu'une fois que tu as un API, tu es capable de mettre cette affaire-là en relation avec n'importe quoi d'autre. Si tu veux utiliser si tu n'as même pas besoin de site WordPress, mais que tu as besoin d'une plateforme pour gérer ton affiliation, à rigueur, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre ton logiciel de call, mettons que tu as des vendeurs qui sont au téléphone puis qui closent le monde par téléphone, mais tu pourrais lier ta plateforme de gestion d'appel avec ta plateforme de gestion de l'affiliation sur WooCommerce, sur WordPress, pour être capable de faire le suivi de façon automatique de tes appels et de tes conversions. Deux logiciels qui n'ont rien à voir ensemble. Les équipes de développement, ils ne codent pas dans le même langage, ils ne codent pas de la même façon, pas la même philosophie, pas la même équipe, personne ne se connaît là-dedans, mais ils sont quand même capables de se parler. Et c'est ça qui fait en sorte que dans 5 ans, tu viens d'investir des centaines de milliers de dollars sur une plateforme, que ton staff est entraîné, que si tu leur enlèves cette affaire-là, ils vont être en maudit à cause que là, ça fait 5 ans qu'ils travaillent avec ça, puis ils ont appris les procédures, puis ils veulent pas en apprendre des nouvelles. Comme bas. Puis que... que là, tu as des nouvelles affaires technologiques qui sortent, mais que maudit, tu es pogné dans un écosystème fermé qui communique avec personne d'autre. T'es pris. Puis un gros coût à changer ou à t'adapter, alors que quand tu as des API, ben c'est plus... Ouais. Moi, de la façon que j'aime expliquer c'est quoi un API, là, vas-y. C'est un adaptateur. Donc, ça permet de faire en sorte qu'un site qui communique d'une manière, tu sais, qu'il y a genre 3 prises européennes, tu sais, d'Angleterre, avec une autre prise chinoise avec les coches croches, là, ben là, tu as le truc au milieu qui fait que ça va se connecter. Je sais que techniquement, c'est pas ça pantoute, mais quand je l'explique comme ça, les gens comprennent. Je comprends, sauf que faut qu'on en parle, OK? On a les meilleures prises. De loin, on a les meilleures prises. Les prises de courant, tu parles? Ouais, on a les meilleures prises. Il n'y a pas de débat, je suis d'accord. C'est quoi votre problème? L'Europe, l'Asie, what the fuck? En tout cas, fallait que j'en parle. Ouais, mais ça revient au network effect. Parce que ce qui arrive, tu as un network effect que tout le monde a la prise femelle chez eux de telle forme. Donc, à ce moment-là, tu es obligé de te plier au network effect. Donc là, en ce moment, le marché des API avec l'AI, ben, ce qu'ils veulent, c'est d'être la plaque tournante puis que tu passes par là. Parce qu'après ça, même s'il y a une prise meilleure ailleurs, tu es soumis au network effect. C'est « when you have no mode », it's the last mode you can have. C'est le network effect. By the way, l'article We Have No Mode de Google, c'est comme pour ceux qui n'ont pas vu passer ça, dans le fond, c'est un insider, entre guillemets, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, de Google qui aurait fait un article, vraiment un très, très bon article. C'est un mémo interne, dans le fond, qui a été distribué aux employés de Google. Et un moat, il a fallu que je google savoir c'est quoi un moat. C'est une douve. Hein, les châteaux, back in the days, il y avait des douves, donc des tranchées remplies d'eau pour empêcher les gens de passer. Fait que il a fallu que j'aille googler. Il a fallu que je chat GPT. Je dois avouer que moi aussi, je savais c'est quoi un moat, mais on a l'excuse d'être francophone. Exact. Et dans cet article-là, c'est très, très, très intéressant parce que il expliquait que le marché open source est en train de représenter une menace
importante pour des compagnies comme OpenAI et Google et Facebook et Microsoft à cause que une fois que, parce que ceux qui sont pas au courant et qui suivent pas les nouveautés dans ce... By the way, t'as-tu une newsletter qui explique les news dans l'AI? Faudrait que j'en fasse une, mais ça fait partie... j'ai un partner qui rentre dans Good Move AI le 1er août. Là. Donc, c'était un de mes très bons amis. C'est pas encore public, fait que je peux pas dire c'est qui, mais il y avait une grosse job d'une grosse boîte. Puis, il vient avec moi. Puis, dans les opérations qu'on va mettre, il va avoir une newsletter. Mais j'hésite, puis j'aimerais savoir tes conseils là-dessus. J'hésite entre la mettre publique pour tous ou exclusive à mes clients. Oh, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'elle va être exclusive à mes clients. C'est une bonne question. Moi, ce que j'aimerais essayer, personnellement, si j'avais à faire un nouveau type d'abonnement, whatever, parce que David Grégoire a fait plusieurs listes de courriels payantes. Je trouve que le modèle est intéressant. Par contre, je trouve qu'il y a comme quelque chose d'intéressant aussi que quand c'est gratuit, ben, t'es capable d'aller chercher beaucoup plus de gens, sauf que quand c'est payant, les gens la lisent plus. Mais moi, je la mettrais en Pay What You Want. J'aimerais ça avoir une liste, Pay What You Want, tu t'abonnes, tu payes le prix que ça te tente, par mois ou par année ou peu importe. Parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Puis c'est comme quand tu t'en vas ouais, t'as raison. au Starbucks, puis que il y a du monde qui ont juste les moyens pour un café noir, mais ça, ils prennent du café pareil. Il y a un besoin qui est le même, ça me prend du café. Puis c'est libre à la personne de dire, ben moi, je veux un cappuccino. Moi, je veux un café noir. Moi, je veux un cappuccino extra spice latte. Tu sais. Ouais. Ben, je pense que, tu sais, au niveau de l'intelligence artificielle, au début d'OpenAI, je veux dire, OpenAI maintenant n'a plus rien d'ouvert. Là. Non. Alors, tu sais, c'est de la même manière que le propriétaire de Pornhub puis de YouPorn, ben, de MindGeek, en fait, là. Le propriétaire de MindGeek, c'est le fonds éthique. Donc, ça s'appelle le fonds éthique, bien qu'il y a des vidéos de semi-viol puis toute la patente. Puis la seule entreprise que le fonds éthique possède, ben, c'est MindGeek. Fait que, tu sais, il faut pas se faire berner par le nom. Puis OpenAI, ben, there's nothing open about it. Mais c'était ouvert à l'époque, tu sais. Donc, l'idée derrière OpenAI au début, c'est de dire cette technologie-là est tellement transformative qu'il faut qu'elle soit accessible à tous. Fait que, tu sais, ton argument d'un pay what you want, il résonne avec moi parce que je pense que c'est une technologie qui est tellement importante. C'est comme si on ne laissait pas tout le monde avoir des smartphones. Là, tu vas me dire, pour certaines personnes, ça serait une bonne idée. Là. Mais l'idée, c'est que une techno importante, puis comme je disais tantôt, l'AI est plus importante que les smartphones. Il faut que tout le monde y ait accès. Puis, ouais, je pense que tu as raison. Puis pour faire du pouce un peu sur le côté open source, puis revenir d'ailleurs à l'article en question We Have No Mode, Facebook, il y a eu un leak de leur modèle LLM qui s'appelait Llama. Ouais. Il a été leaké sur GitHub. Je pense que c'était voulu. Peut-être. Peut-être. Et une fois qu'il a été leaké, finalement, ils ont fait comme ben là, c'est sorti, on va le laisser sortir. Et ça a pris peut-être 1 mois, 2 mois avant qu'il n'y ait plus rien, finalement, du code initial de Llama qui était dans leur code base et qu'ils ont été capables de transformer ce modèle, ce compétiteur à ChatGPT-là, si on veut regarder les choses simples, cette base de code-là qui peut faire les mêmes choses que GPT 3.5, maintenant est rendue tellement optimale puis optimisée à cause de la communauté open source que tu peux le rouler sur un téléphone Android. Ouais. Sans avoir accès à Internet. Ouais. Tu es capable, en local, d'avoir accès à ChatGPT. Et ça, je pense que ChatGPT, Llama, AutoGPT, la version pimpée là, de la communauté open source. Et ça, je trouve que c'est complètement fondamental à cause que c'est un nouveau paradigme de... C'est pas d'encryption des données, mais de compression des données. Parce que tu es capable d'avoir accès à l'entièreté des connaissances qui ont été utilisées pour entraîner ce modèle-là pour genre 6 gigs. C'est des terabytes pour 6 gigs. Ouais, c'est fou raide. Oui, mais ce modèle-là, il s'appelait Alpaca. C'est une gang de Stanford qui ont pris Llama puis qui l'ont trainé en un week-end avec $800 de frais d'API d'OpenAI pour le trainer, puis ils l'ont nommé Alpaca. Mais tu sais, Stanford, tu peux te rendre des bureaux de Facebook à Stanford en vélo. Hein. OK. C'est vraiment... Tu sais que j'ai passé pas mal de temps dans Silicon Valley, puis c'est vraiment, vraiment proche l'un de l'autre. Puis,
aussi, Alpaca, il hallucine pas mal, mais c'est correct, là, je veux dire. C'est un modèle, traîné par la communauté et tout, puis le meilleur est juste devant nous. Puis tu sais aussi qu'il y a une immense différence entre des modèles médium, puis large, puis très large. Tantôt, on parlait de voice to text. En québécois, tout ce qu'on fait là va être retranscrit, mais tu vas être obligé de prendre le modèle large V2 de Whisper. Parce que si tu prends le petit modèle, qui va prendre beaucoup moins de GPU, moins de jus d'ordi, mais il va te mettre un paquet d'erreurs. T'sais. Donc, le québécois, tu es obligé de prendre le gros modèle V2 qui demande gros de jus. Fait que, tu sais, Alpaca, c'est un plus petit modèle, moins de paramètres, mais il hallucine gros. Mais c'est correct. On est au début de tout ça. Puis, tu sais, je dis à tous les jours, the world is new again. C'est que là, en ce moment, tu as des techs qui sont pas matures. Tu sais, moi, j'ai un ami qui tripe bien raide. Plutôt aussi, tu tripes bien raide sur les modèles autonomes, sur ta machine qui roule sur ton CPU au lieu d'immenses cartes GPU puis tout ça. Mais en entreprise, tu sais, je ne mettrais pas un plombier avec 8 employés là-dessus. Tu sais. Lui, juste de connecter son formulaire en ligne avec son CRM pour résumer la demande du client, mettre ça clean, il va être super heureux avec ça, puis ça va y sauver de l'ouvrage. Tu sais. Ou juste de connecter le travail que ces hommes font sur le chantier avec la comptabilité, ça va lui donner un gain de fou. Tu sais. Donc, mais on est au début de quelque chose. Puis c'est sûr que ça va être immense. Tantôt, tu as mentionné quelque chose que les gens ont de la misère à comprendre l'importance de, c'est qu'avec les API comme celui d'OpenAI, puis avec des autres comme Hugging Face ou whatever, on est capable de rajouter de l'intelligence, entre guillemets, dans des procédés, dans des automations qu'avant, il fallait que ça soit juste par des API. On était limité dans ce qu'on était capable d'automatiser parce qu'il y avait des petites affaires simples qu'on avait besoin d'avoir un point de contact avec une petite intelligence conne. Pas genre quelque chose de super intelligent. Non, juste savoir, ça, est-ce que c'est un email positif ou un email négatif? Ouais. Ça, avant, ça prenait quelqu'un pour être capable de dire, ah, ben là, la personne n'est pas de bonne humeur. J'ai un exemple de fou pour toi. D'après moi, si tu l'as vu, je tombe en bas de ma chaise, là, parce que moi, j'ai découvert ça hier sur Product Hunt, là, Databar. T'as-tu vu Databar AI? Non. Ça va réinventer le scraping de données. Tu sais, le growth hacking, là, le growth hacking est mort. Fait qu'ils ont dit, OK, bon, on va appeler ça du MarTech, là. Mais tu sais, c'est la même affaire, là. C'est un outil pour scraper du stock sur un site, là, genre clic, là. Fait que tu cliques quelle donnée tu veux, puis là, lui, il va scraper cette donnée-là dans BD. Là. Ça, c'est déjà le fun que ce soit visuel, pour ceux qui n'étaient pas techniques. Mais c'est que par-dessus ça, après ça, tu es capable de croiser les informations avec d'autres bases de données publiques. Puis si tu as besoin de l'AI entre les deux pour dire, bon, j'ai une liste d'entreprises ici, ben va sur Yelp, puis va me chercher la note de cette entreprise-là, puis ses 3 dernières reviews négatives, supposons que tu es une compagnie de nettoyage. Fait que tu vas prendre toutes les entreprises dans ton quartier, là tu as la liste. Puis là, tu vas dire à Databar, va regarder leurs reviews, puis trouve-moi les reviews négatives par rapport à la propreté. Là, il t'es sort. Fait que là, après ça, tu es capable d'envoyer un email de dire, tu sais, vous avez cette review-là de la semaine passée ou de là 2 semaines ou de là sur la propreté, je suis une entreprise de nettoyage, blablabla. Ça paraît vraiment simple, mais le petit bout d'intelligence artificielle, c'est la différence. Par rapport à la propreté. Être capable de catcher le contexte du commentaire. Ça, c'est mind-blowing. C'est des centaines d'heures que tu aurais payé à quelqu'un de lire chaque foutu témoignage pour essayer ça fait en sorte que maintenant, tu as un paquet de process qui avant n'était pas rentable parce que ça coûtait trop cher la main-d'œuvre, que maintenant, ils sont à cause que ça coûte 10 cents. En fait, je pense que les plus menacés là, par l'AI, c'est Fiverr. Parce qu'avant, tu aurais pris une ressource outre-mer pour dire, voilà la liste, voilà là-dessus, va sur Yelp, va regarder ou n'importe quel site de review, là, Google Business, là, puis, ou Google Maps, puis va checker les reviews. Alors que là, ça, c'est capable de le faire parce que ça parle le natural language. Sais-tu comment que petite anecdote, je sais que peu de gens savent. Savais-tu que c'est un peu grâce aux Québécois que les Transformers existent? Tu sais, dans GPT, le T, c'est pour Transformer. Savais-tu qu'il y a un peu de nous autres là-dedans? Non. Non? C'est que c'est Google qui a inventé les Transformers avec l'Université de Toronto. OK.
sur un projet. Ça, c'est pas québécois, Toronto. Attends. Okay. Le projet, c'était un projet de traduction de l'anglais au français. Parce que le gouvernement voulait un outil technologique pour pouvoir traduire de l'un à l'autre. Fait que c'était le projet sur lequel il travaillait. Puis tu sais, en français, tu dois savoir les genres pour pouvoir accorder. Ouais. Tu sais, dans ta tête, tu dis, OK, je veux parler du chat de ma fille. Fait que là, le chat de ma fille, c'est pas un chat, c'est une chatte. Donc, je vais écrire la chatte, mais quand j'écris la, il faut que je sache avant que ça va être chatte et que ça va être féminin. Donc, tu as une partie que tu as ta pensée, tu sais ce que tu veux écrire, puis tu as une rétroaction mentale, entre guillemets, de dire, OK, c'est féminin, donc je vais écrire la et non pas le. Et c'est cette mise en contexte-là, d'aller-retour dans la pensée, qui est au cœur du Transformer. Donc, si sur les plaines d'Abraham, on n'avait pas tenu notre bout puis qu'on parlerait... Bon, on a perdu puis tout, mais l'idée, c'est que si le Québec ne parlerait pas français, l'Université de Toronto n'aurait pas demandé un module de traduction, qui n'aurait pas donné le flash de faire du rétro-feedback dans la pensée, qui n'aurait pas amené le Transformer. C'est quand même cool. J'aime ça. C'est beau, hein? Good stuff. Ouais. Puis, une manière que j'aime expliquer en quoi un modèle préentraîné est important, tu sais, parce que du machine learning, il y en a depuis longtemps. Là. Puis, tu sais, je vais te dire comment je l'explique, puis tu me diras si tu aimes ça, puis tu le réutiliseras. Là. Je veux dire, j'ai pas de copyright là-dessus. Là. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comme rebâti très grossièrement là, comment un cerveau humain fonctionne, les connexions neuronales. Okay? Mm-hmm. Puis l'affaire, c'est qu'ils donnaient des cerveaux vides aux entreprises. Puis là, ils disaient aux entreprises, ben go, entraîne-le, puis tu vas voir, ça va être super bon. Fait que tu sais, c'est comme si, tu sais, un employé, tu sais, imagine dans ta compagnie, là, ben, que je t'emmènerais un bébé, puis que je te dirais, non, on a checké son cerveau, là, super le bon cerveau. Entraîne-le, puis tu vas voir, il va être super bon. Puis là, tu sais, OK, c'est bien beau, mais j'ai pas le temps ni l'argent pour faire ça. Donne-moi quelqu'un qui sait déjà écrire, qui sait déjà parler, qui sait déjà penser. T'sais. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le modèle du cerveau qui était vide, ils l'ont pré-entraîné, puis en le pré-entraînant, ce que nos écoles font avec les gens, bien, une fois que la personne rentre en entreprise, elle a déjà été formée. Fait que le GPT, l'ont pre-trainé, ils ont appris à lire puis à écrire. Ensuite, ils ont pompé tout l'Internet dans son cerveau. Puis là, il est prêt à utiliser. Puis là, ce qu'ils te vendent par l'API, c'est de dire, ben, j'ai un cerveau de quelqu'un d'entraîné. Paye pour l'utiliser. T'sais. Puis tantôt, quand tu parlais de Llama puis d'Alpaca, le modèle de Facebook qui a été entraîné, ben, il y avait un beau cerveau, Facebook, qui prend vraiment pas beaucoup de jus puis qui marche sur un processeur au lieu d'une carte graphique, mais il n'y avait pas d'intelligence dedans. Donc, la gang de Stanford, ils ont pris ça, ils l'ont plugué par l'API, puis ils ont pompé le data. Puis c'est depuis ce temps-là, en passant, qu'il y a des limites d'API, que si tu consommes pour plus que 150 $ d'API, tu reçois un email d'Open. C'était bloqué. Puis après ça, tu reçois, je sais parce que ça nous est arrivé. Donc, tu es bloqué. Puis après ça, ils te demandent pourquoi tu sollicites notre API tant que ça. Mais ça fait quand même un certain temps qu'ils ont leurs limites. Ah, mais c'est depuis Alpaca? Non, parce que moi, quand j'ai fait j'ai fait un article de blog où j'ai voulu fine-tuner DaVinci sur l'ensemble du contenu que j'ai sur la tranchée pour être capable de faire en sorte que quand Rob Olivier interagit avec les gens, il puisse référencer, dans le fond, des articles qui ont été écrits sur la tranchée. Finalement... Fait que là, tu scrapais tout ton site à chaque request, puis là, tu as défoncé ta limite d'API? J'ai exporté l'ensemble du contenu. Vu que ça sortait de ma fenêtre de contexte, c'était comme 12 000 tokens par article de blog. Ouais. Là, je l'ai chunké. Puis après ça, j'ai demandé à OpenAI de résumer le contenu avec les points saillants. Et ensuite, j'ai utilisé ça pour être capable de le rentraîner. Tout ça, ça m'a coûté à peu près 300$. Fait que j'ai busté la limite de 120$. Fait que oui, tu sais, ça m'a arrêté mon API. Ça, j'ai fait ça en décembre. Fait que, OK, fait que c'était avant Alpaca. Mais comment ils ont fait d'abord pour pomper 800$ d'API un week-end? Dans le fond, Alpaca n'a pas été entraîné avec OpenAI, je pense pas. Dans le fond, ils ont pris, c'est sur un site, c'est une compilation de bonnes réponses de ChatGPT. Fait que je me rappelle pas c'est quoi le nom de ce site-là. Ils ont scrapé ce site-là avec les données de ChatGPT avec d'autres bases que tu peux utiliser pour entraîner. Puis la grosse révolution au niveau d'Alpaca, puis c'est pas juste Alpaca, il y en a comme d'autres. Tu as comme 5-6 modèles qui ont comme spread out à partir de Llama. Il y a plusieurs... Il y en a, entre autres, c'est une fille, je ne me rappelle pas de son nom, mais qui est un ingénieur système sur Linux qui a
apporter des optimisations sur la façon est-ce que le code est exécuté au niveau de l'entraînement pour faire en sorte que tu es capable d'entraîner, en guillemets, ton LLM de façon beaucoup plus efficace. Parce que les chercheurs qui sont en AI, c'est pas des chercheurs qui sont en genre comment faire un OS, puis comment travailler avec les bits de mémoire, puis comment travailler. Fait que quand quelque chose devient open source, ce qui est le fun, c'est que tu t'en vas chercher toutes ces compétences-là et tu les mets à contribution pour faire avancer le projet. Alors que toi, peut-être que tu n'as pas pensé, mais il y a un certain type de développeur très, 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 très niché qui est la solution parfaite pour ton problème de scaling. C'était un peu le cas avec Llama pour faire en sorte que tu es capable de l'entraîner avec c'était sur un laptop, c'était avec un carte graphique RTX 4090. J'en ai une à la maison. Oui, ça coûte 3000$, mais monsieur, madame, tout le monde peut en acheter. C'est plus abordable qu'un HS200. Et en une journée, tu es capable d'entraîner le modèle. Et ça, c'est révolutionnaire. Mais là, moi, ce que je propose, c'est parce que là, j'ai un immense doute dans mon esprit, fait que j'ai besoin. On va se fact-checker parce que quelqu'un va nous le faire dans les commentaires. Puis en même temps, ça va nous donner l'occasion de repartir la clim. Donc, qu'est-ce que t'en dirais qu'on se fact-check vite, petite pause? On peut prendre une petite pause. Ouais, c'est bon, faisons ça. Bonjour à tous. On vient de finir notre petite pause de fact-check-in, faire pipi. On a parti l'air clim. La raison pourquoi on a un air clim, c'est parce que, oui, on est au studio de Sherbrooke, comme que vous pouvez voir. C'est un studio qui est temporaire. On change en septembre. Il y a eu comme des problèmes avec la ville, le bail, tout le... Bon, fait que dans le prochain, on n'aura pas besoin d'avoir un air clim. On veut pas qu'elle roule pendant qu'on est en train d'enregistrer. Ça veut dire que tu me réinvites l'an prochain. Ben oui, je serai invité, c'est sûr à 100%. À la fréquence des... Si on attend 20 podcasts entre, comme c'est le cas là, ça risque d'être dans un bout, mais on va essayer d'en faire plus. Ouais. Et t'aurais invité dans le prochain de Sherbrooke parce que j'ai des petites surprises, des petites treats pour celui de Sherbrooke que je veux tester en bêta. Okay. Parce que là, présentement, à Sherbrooke, on a peut-être des caméras intelligentes qui sont un peu sketch. La version 1 avait du duct tape après. Ouais. La version 2 est un peu sketch. La version 3 qui va être dans le prochain local risque de complètement faire exploser la tête des gens qui veulent des studios vidéo et faire en sorte qu'ils se disent, bon, ben là, je vais pas me faire de studio là, parce que j'ai aucune chance de compétitionner avec Olivier. Il n'y a rien à faire. Et là, je vais devenir une multinationale, acheter le gouvernement puis le fermer. Donc, on s'est laissé, avant notre petite pause, sur, dans le fond, toi, tu es en train de parler, on parlait de deux choses complètement différentes. Ben, c'est ça. Donc, à la fin, c'est beau. Là. Au moins, les deux, on avait raison. Là. Donc, moi, je parlais d'Alpaca, qui était le 24 février, puis le changement aux Terms of Services, puis à l'API, a eu lieu le 1er mars. Exact. Donc, ils ont bel et bien entraîné le LLM de Facebook, qui ont renommé Llama, qui ont renommé Alpaca, après d'avoir copié le data d'OpenAI. Exact. Moi, je parlais de Laura, qui est un autre spin-off de Llama au niveau de l'optimisation. Fait que bref, il y a tellement de nouvelles en lien avec les AI, des nouveaux types d'entraînement qui sortent, des nouveaux modèles. Il y a Hugging Face qui sort toutes les semaines avec des nouvelles. Il y a tout le temps quelqu'un, quelque part, dans la communauté open source qui arrive avec sa nouvelle patente et qui font un peu peur. Oui, bien ça nous a emmené, dans le fond, je t'ai dit, bon, ben les deux, on avait raison. Puis, tu sais, le détour du tien que tu avais vu en open source, c'était probablement pour contourner, j'imagine, les limitations du Terms of Services d'OpenAI. Puis là, moi, je t'ai dit, ben, tu sais, qu'il ait fait Alpaca avec 3.5, c'est drôle. T'sais, où que ça devient problématique, c'est s'ils le font avec 5 ou 6. Puis là, tu comprenais pas qu'est-ce que je voulais dire. Puis là, c'est là qu'on a un désaccord. J'aime ça de la controverse puis la chicane. Là, ben, on a un désaccord sur les risques reliés à l'AI. Exact. Puis tu sais, c'est que toi, tu viens d'un mode qui est très, très, très open source. T'sais, toi, tu aimes les modèles open source. Moi, je vais les aimer quand ils vont être matures. Mais pour l'instant, moi, ce que je recommande à mes clients, c'est du OpenAI parce que c'est business. Puis il y a d'autres choses, d'autres LLM qu'on peut mettre comme sur mesure, puis entraîner sur mesure pour de la reconnaissance optique, des trucs comme ça. Mais, tu sais, un easy bang for the buck, tu sais, un peu d'effort, beaucoup de rendement, ben c'est juste mettre du OpenAI dans tes process. Ou au moins, automatise tes process. Ouais, définitivement. Tu sais, comme moi, mes factures, j'ai juste à déplacer mon client dans Pipedrive, puis là, ça call make, puis ça fait mes 3 factures, ça l'envoie ça à QuickBooks, ça les envoie dans le courriel, puis ça leur déplace dans le Kanban à la bonne place. J'ai rien fait, puis ma facturation est faite, tu sais. Donc, puis c'est mon épouse qui s'occupe de ma comptabilité, fait que là, tu sais, c'est comme, je coupe de sa job. Mais non,
c'est des jobs enrichissants, des tâches enrichissantes. Fait qu'au lieu de faire ma comptabilité, elle peut faire d'autres choses qu'elle aime plus. Ben, il n'y a rien qui est plus faire de la vaisselle que de faire de la comptabilité. Là. À mon sens, la comptabilité, c'est vraiment la pire affaire qui existe. J'ai marié une CPA, fait que je vais faire attention à ce que je dis, là, parce que tout ce que je vais dire peut être retenu contre moi. Tant mieux, j'aurais dû. Ben, je vais pas dire ça parce que ma copine n'est pas CPA. Là. J'aimerais que ma copine soit CPA. On va dire ça comme ça. Elle aimerait ça, elle aussi, je crois, l'être. Parce que tu t'en rends compte trop tard. Il y a comme un meme sur Internet où tu sais. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'on devrait apprendre à l'école. Puis là, t'as comme faire ses impôts ou genre des affaires de même. Puis après ça, t'as tout le temps l'espèce de qu'est-ce qui est actuellement enseigné à l'école. Puis c'est n'importe quelle niaiserie. Là. On ne va pas rentrer dans les choses plus controversées qu'on sait toutes de quoi que je suis en train de parler, même si j'ai pas besoin de le dire. Il faut qu'on fasse attention à l'algorithme. Mais justement, parlant... Parce que là, OK, de un, on est d'accord sur l'importance des API, le rôle que ça va avoir dans les entreprises dans le futur. On est d'accord sur la pertinence de la subvention, le pécan. On va mettre un lien dans les commentaires sur le formulaire que tu as pour que les gens puissent rentrer en contact avec toi pour essayer d'aller chercher cette subvention-là. Puis le process est vraiment simple. C'est super facile. Là, je recommande les gens de juste aller voir ton vidéo Ask que tu as fait pour être capable de rentrer en contact avec toi. C'est très, très bien fait. Puis ça, c'est un très bon exemple de comment utiliser la technologie pour être capable de simplifier tes interactions et tes process d'affaires. Juste ça, puis c'est tout simple. En utilisant Vidéo Ask, la plupart des gens ne connaissent pas ça. Moi, personnellement, je l'utilise. C'est comme ça que les reviews de formation sont faites sur la tranchée. C'est comme ça que je fais mes processus de recrutement pour les profs sur la tranchée. J'utilise Vidéo Ask tout le temps. C'est vraiment cool. Moi, ma vente de service, c'est avec ça. Juste ça, ça me fait économiser 2 heures par semaine. Donc, je serais fou de ne pas l'utiliser. Exact. 2 heures, c'est assez pour commencer une nouvelle série Netflix. Il y a Three Body Problem qui vient de sortir. Ça a l'air que c'est fantastique. Mais il y a des nouveaux Black Mirror aussi. Hein. Ouais, aussi. J'ai pas été à jour dans les Black Mirror. J'ai un peu perdu le fil, je dois avouer. Puis, avant de continuer notre conversation sur les dangers de l'intelligence artificielle, je pense que ça serait bien que tu me dises c'est quoi ta position face au doom and gloom, au danger, à ce qu'est-ce que tu appréhendes face à l'AI. Puis après ça, moi, je vais pouvoir dire qu'est-ce que moi, j'appréhende face à l'AI. Puis on va pouvoir voir où est-ce qu'on a vraiment là, nos désaccords en lien avec ça. Parce que je suspecte qu'ils sont plus mineurs que ce qu'ils sont réellement. OK. Ben, les médias empirent la situation. Puis, pense à une seule mauvaise nouvelle que les médias ont sous-estimé la menace. Pense à une nouvelle que tu as lue que finalement, ce qu'il avait prévu, c'était pire que ce qu'il avait prévu. Non, c'est toujours, qu'est-ce que tu lis, c'est toujours plus... Ils aiment ça, mettre les affaires pires que ce qu'elles sont. Sauf quand on laisse des guns aux talibans. Ouais, t'as raison. Quand on fait des erreurs monumentales de politique étrangère, ils ont tendance à couvrir le gouvernement. Mais je comprends ton point. Mais tu comprends mon point, c'est qu'ils ont toujours un biais très négatif. Fait que là, moi, je pense pas que Skynet, dans Skynet, c'était le réseau de Terminator. Là. Je pense pas que Skynet va débarquer puis qu'ils vont mettre un gun sur le chien de Boston Dynamics puis qu'il va tout nous tuer. Là. Puis qu'on va avoir besoin du fils de Sarah Connor pour nous sauver. Déjà là, il n'y a pas de couverture de cellulaire partout. Là. J'ai juste besoin de me cacher à quelque part sur l'autoroute 10, là, entre Brossard puis Marieville, où il n'y a pas de signal. Là, puis on va être safe, les robots se rendront pas. Mais ceci étant dit, moi, je pense qu'il y a quand même un risque. Parce que, Alpaca, là, c'est important que les gens comprennent. Tu as des kids qui ont pris un système neuronal, du code qui existait, puis qui ont été capables de pomper du savoir d'une grande entreprise qui vaut des milliards. Puis avec 600 $, ils ont pris l'intelligence de ce système-là, puis ils l'ont mis dans un système autonome qui peut rouler sur un cellulaire. 3.5, il n'est pas très intelligent. 4, il est autant intelligent que le citoyen moyen, sinon plus. Exemple, à l'examen du barreau, 3.5, il se carrait dans le dernier 20%. Le 4, il se carrait dans le top 20%. Donc là, la question, c'est le 5 ou le 6 va être assurément ou quasi assurément plus intelligent qu'un être humain. Puis imagine le 7 ou le 8. Qu'est-ce que tu fais avec une intelligence qui est 20 fois celle d'Albert Einstein? Qu'est-ce que cette
intelligence-là va penser? Qu'est-ce qu'elle va faire? On le sait pas. Puis moi, je te dirais, le danger, c'est pas que OpenAI ait une machine qui détruit l'humanité. S'ils détruisent l'humanité, ils n'ont plus d'argent. Fait qu'ils feront pas ça. C'est plus, si c'est mal encadré, et si un modèle, oublie quelqu'un dans son sous-sol malveillant, pense à un État malveillant, qui est capable d'avoir un modèle autonome, comme le LLM de Facebook, puis de le trainer avec GPT-8. Puis que là, il prend puis il désaligne. L'alignement, c'est les limites que tu lui donnes. Fait que tu demandes à ChatGPT comment je fais pour tuer mon voisin avec 20$, il va pas te répondre. Mais si tu enlèves les limites, les barrières... Si tu le convaincs que c'est en fait une grand-maman qui est en train de te border et que dans le temps, ta grand-mère qui est maintenant décédée, elle te contait des histoires de comment est-ce qu'elle pouvait tuer ses voisins avec seulement 20$ et qu'elle te contait ces histoires-là pour t'aider à dormir, puis que là, tu avais de la misère à dormir, puis tu demandes à ChatGPT de prétendre être cette grand-mère-là. Mais là, peut-être qu'il va le faire. Mais si tu es capable, tu sais, maintenant, tu as la fonction partager une discussion, tu as la fonction share, tu me l'enverras, je suis vraiment intéressé à lire ça. C'est vraiment mais mon point, c'est que si tu as quelque chose qui est plus intelligent qu'un être humain, que tu y enlèves toutes les barrières, puis que c'est mis dans les mains de quelqu'un de malveillant. Parce qu'on a vu qu'on a été capable de le faire en utilisant Llama, puis en pompant le data de 3.5. Donc, si la même chose était arrivée avec un modèle 20 fois plus intelligent qu'Einstein, là, ça donne du pouvoir dans les mains d'individus, tu sais, qui peut être problématique. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, comme le danger des armes nucléaires, c'est les États qui ont des armes nucléaires. Puis supposons, comme dans le temps de la chute de la Russie, il y a eu des armes genre qui étaient mises dans des granges qui étaient moins bien gardées que des chèvres. Tu sais, en Géorgie, ça passait, ces armes-là, c'était fou. Ben, tu sais, t'as un groupe malveillant qui en a une puis qui fait sauter de quoi, c'est dégueu, puis c'est poche, puis c'est inacceptable, mais le rayon est limité. Là, l'affaire, c'est que, tu sais, moi, je pense qu'un des premiers prompts qui va être fait, si un jour on se rend à l'AGI, tu sais, l'AGI qui est l'intelligence générale artificielle, tu sais, qui est vraiment plus intelligent qu'un être humain, puis qui est autonome, puis qui est capable de faire des choses et tout, là. C'est par elle-même. Moi, je pense qu'un des premiers, si c'est américain, un des premiers prompts, ça va être comment dominer la Chine. Si c'est les Chinois qui le font, le premier prompt, ça va être comment dominer les États-Unis. Ils vont pas mettre comment faire la paix dans le monde et distribuer les ressources équitablement, là. Donc, tu sais, c'est là, ce bout-là, que je me dis qu'il y a un risque. La solution, c'est quoi? Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Il y a là le problème. C'est que la façon que tu construis le problème, la seule solution qui peut être viable est une solution que tu n'aimes pas. Non, pas que j'aime pas. Non, ça peut pas. Mais mettons là, que cette AGI-là, ça serait de dire, bon, mais il faut qu'on la contrôle, il faut qu'il y ait juste une personne ou une entité ou un groupe de personnes, genre notre gouvernement, qui aurait le droit de l'utiliser. C'est que tu restreins le nombre de personnes. Mais ça n'arrivera pas. Parce que d'autres États le font. Ouais, la game theory. Sauf que si on est capable d'empêcher, parce que la première personne qui a, théoriquement, là, si on veut y aller avec la singularité, la première personne qui a accès à ça est capable d'empêcher toutes les autres d'avoir accès à ça à cause qu'il y a Dieu. Right? Une fois que tu as Dieu, tu es capable de dire aux autres, de demander à Dieu de trouver une solution pour faire en sorte que tu restes la seule personne en possession de Dieu. OK, ouais. Fait que tu es capable. Tu sais, ouais, mais avec ton thinking que there is no moat, puis avec lequel je suis d'accord, there is no moat, ben, tu sais, Stanford fait Alpaca, Alpaca avec 8, là, avec GPT-8, ben, avant même qu'il déploie son plan de domination de la Chine a le temps de faire la même affaire. Tu sais, c'est juste... Puis, moi, je pense qu'il n'y a rien à faire, dans le sens que we just have to hope for the best. Tu vois, moi, de un, je pense pas que les Transformer Models sont en mesure d'être des AGI. De se rendre en modèle AGI. Bon, OK. Pour expliquer en français qu'est-ce que ça veut dire, un AGI, c'est une intelligence artificielle générale qui est aussi ou plus intelligent qu'un être humain, qui a son autonomie, et non seulement ça, mais qui réfléchit. Que quand tu lui demandes, quand il est à on puis qu'il fait rien, il réfléchit, il fait quelque chose par lui-même. Genre, sans que tu y promptes quoi que ce soit, il va te dire, j'ai inventé un nouveau jeu, ça me tente de jouer avec. Veux-tu jouer avec moi? Genre, qu'il y a une intention, qu'il y a une conscience, qu'il y a une vitalité en arrière de. Un Transformer Model, c'est un modèle statistique où ce que tu lui donnes un input, puis statistiquement, il te donne l'output qui est le plus susceptible d'exister. Ouais. En ce moment,
AI qu'on dit, c'est des statistiques fancy. Ouais. Okay? Donc, la direction qu'on a présentement au niveau du AI n'est pas une direction qui va mener à l'émergence d'une intelligence qui a une conscience puis qui est capable d'avoir ses propres volontés et de s'améliorer lui-même à un rythme. Il faut qu'on l'améliore pour lui. Ça reste encore un outil, un très, très bon outil qui est fantastique, mais qui ne va pas émerger en Skynet du jour au lendemain à cause qu'on l'a laissé allumer. Ouais. Non, mais... OK, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, vas-y. Ensuite de ça, au niveau de ce que moi, je pense que c'est dangereux, si on accepte le fait que tu as un AI qui permet justement de créer du contenu de façon instantanée, qu'on se regarde de créer de la vidéo de façon instantanée, photoréaliste, de l'audio, que tu n'es pas indistinguable à la réalité pour faire de la musique, pour faire des dialogues, pour faire n'importe quoi, être capable de générer du code de façon instantanée, hyper complexe, nouveau, créatif, efficace, être capable d'automatiser des choses qu'on n'était pas capable d'automatiser avant, et que tu as cette technologie-là, et que là, tout d'un coup, tu dis, bon, mais moi, je pense que ça va juste être certaines personnes qui vont pouvoir l'utiliser. Je pense que le problème est dans l'accès à l'AI et non pas dans l'AI en tant que tel. Je pense que OpenAI, quand ils ont commencé leur mission, c'était ça que Elon Musk c'est ça au début. avait anticipé, qu'il y ait une poignée d'individus, comme qui était le cas, by the way, en 2022, avant la sortie de ChatGPT. Oui, OK, il y avait OpenAI, il y avait leur API, etc. Sauf qu'en secret, Facebook, Microsoft, Google, il y avait tout un modèle similaire qui permettait de faire un peu qu'est-ce que ChatGPT faisait. C'est vraiment quand que tu as une élite qui est en contrôle de ce, entre guillemets, moyen de production-là et qui gate cet accès-là aux autres que ça devient dangereux. Mais c'est déjà ça qu'ils font. Parce que moi, je suis sûr que Sam Altman, il y a une version qui n'est pas alignée, avec aucune gate à laquelle il est capable de poser des questions. Et ça, c'est problématique. Mais je suis d'accord. Mais moi, je vais même te dire de quoi. Puis ça, je l'ai lu nulle part. Là, c'est mon humble opinion. Tu sais, Sam Altman, il a son autre business dans lequel il a investi une immense partie de sa fortune, qui est Helion, pour faire de l'énergie avec la fusion nucléaire. Mm-hmm. Puis, il y a encore quelques limites de connaissances qu'on a pour faire ça. Mais le jour que tu as un modèle de GPT plus intelligent 20 fois Einstein, tu es capable d'y poser les questions pour les limites de physique que tu as pour qu'il y réponde. Puis à ce moment-là, tu es capable de régler les enjeux que tu as de fusion nucléaire. Puis juste à dire qu'il est en train de bâtir, ils bâtissent là leur première centrale. Là. Alors qu'il y a encore des problèmes qui sont non résolus. J'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, c'est une méconception du fonctionnement de ce genre de modèle-là. Non, je comprends toute la partie d'estimation, puis que c'est juste bon pour régurgiter ce qu'on a déjà créé, puis que dans le fond, ce que ça fait, là, c'est comme une immense violation des copyrights de tout le monde. Exact. Parce qu'il a juste pompé toute l'Internet. Puis la journée que le gouvernement veut arrêter l'AI, il y a une chose à faire. C'est de dire, on pense que tu as infringé des copyrights de tout le monde, puis c'est comme, on te poursuit à cause de ça. Puis ils viennent de fermer tous ces efforts-là. Donc, je comprends qu'en ce moment, puis tu sais, d'autant plus qu'en AI, en ce moment, c'est touche pas au transformer. Fais juste jouer avec ton fine-tuning, ton nombre de paramètres de training et tout. C'est là-dessus que tout le monde va. Mais quand ce bout-là va avoir été fine-tuné au max, l'autre étape, ça va être OK, qu'est-ce qu'il y a après le transformer? Puis je pense que l'appel qui est fait à la prudence, c'est de dire, ben, le modèle-là, qu'on fait du fine-tuning, OK, fine. Mais n'allons pas plus loin que ça. Parce que tu penses vraiment qu'en ce moment, tu n'as aucun PhD qui travaille à quelque chose de mieux qu'un transformer pour qu'il arrête de juste régurgiter. En passant, c'est le meilleur régurgitateur de la planète. Hein. C'est hallucinant. Il est super bon pour faire ça. Puis la créativité qu'il te donne, c'est une imitation de créativité. Mais c'est quand même bon. Mais une fois qu'on va avoir upgradé le transformer puis qu'on va l'emmener à réellement créer, c'est là que tout est possible. Puis je pense pas que l'être humain, dans sa sagesse, va dire non, faut pas se rendre là. Honnêtement, genre, je pense que si on fait juste continuer dans la ligne qu'on a présentement,
on n'aura pas de problème. Parce que si on fait juste continuer à faire des meilleurs Transformer models, qu'on le rend multimodal, c'est-à-dire qu'on est capable de faire en sorte qu'il interprète de l'audio, qu'il interprète de la vision. Qui te fait un film, tu dis j'ai envie de voir un film médiéval avec Spider-Man, puis que paf, il va te faire le film, ou tu vas vouloir jouer un open world dans Zelda, de dire crée-moi 4 nouveaux mondes, puis il va t'y faire. Fine, c'est que du bonheur. Puis honnêtement, c'est vraiment hot comme technologie. Genre, ça n'a pas besoin d'être plus que ça pour être complètement world-changing. Ça l'est déjà. Non, mais ça l'est déjà. Puis en passant, si tu veux une super... T'as-tu vu l'entrevue de Sam Altman avec, voyons, le gars du MIT, le blogueur? Là, Lex Fridman. Lex Fridman. Donc, tu as un super bon podcast de 3 heures avec Lex. Puis tu sais, Lex Fridman, lui, au MIT, a étudié en machine learning. Donc, super de belle discussion entre les deux. Puis Sam, il explique que les releases des différents features qu'ils font, c'est progressivement, tranquillement, pour permettre à la société de s'ajuster et aux politiciens de réglementer. Donc, ils sont pas là en cowboy, puis aussitôt qu'ils ont de quoi, ils disent « Ah, fuck it, ship it! » ou « Go fast and break things! » C'est pas pantoute le thinking qu'ils ont, c'est un thinking qui est vraiment responsable. Puis juste ça l'emmène, je pense qu'on peut que tous les gens doom and gloom, ils doivent se calmer, de dire « Non. » Puis si tu mets de l'AI dans ta business, tu contribues pas à feeder Skynet pour que Skynet domine le monde. C'est juste que moi, je crois que l'être humain n'a pas la sagesse, de par les différentes game theories, de pas développer plus que qu'est-ce qu'on a là. Il y a quelque chose que je veux peut-être te présenter, peut-être que tu ne vas pas l'avoir vu comme ça, mais en tant que société, on a un énorme danger qui est en train de se former présentement. On n'en est peut-être pas conscient, on n'en parle pas assez, on en a parlé dans le passé, mais on n'en parle plus. Je ne sais pas pourquoi, on est en plein dedans. Et ça, c'est la chute de la population. La collapse des jeunes. On ne fait plus d'enfants, on ne fait plus de bébés, et on est vraiment dans un creux. La pyramide de croissance, là, où tu as les gens qui sont en mesure de travailler, puis les gens qui vont prendre leur retraite. Il n'y a plus personne qui va travailler pour un welfare state incroyable. On voit les manifestations. Ça, on me l'apprend en secondaire. France. On me l'apprend en secondaire 4, genre sauf que 25 ans. Personne ne fait rien là-dessus, puis on n'a pas l'air de réaliser que c'est un danger et qu'il faut qu'on agisse là-dessus. Et moi, je vois le AI et la robotique comme étant la solution parfaite à ce problème-là. On n'a pas le choix de développer l'intelligence artificielle, puis l'automation, puis la robotique si on veut éviter une catastrophe sociale. Si on veut pas que le monde se pète la face avec des battes de baseball dans des épiceries pour un bout de steak, on n'a pas le choix d'avoir des robots intelligents. On n'a pas le choix de commencer à vivre avec les robots. On n'a pas le choix de pousser la technologie le plus rapidement possible pour que, à la place que tu n'es plus capable d'avoir d'employés, tu peux prendre des robots. Puis il n'y aura pas personne qui va manquer de job parce qu'on manque de monde pour faire les jobs qu'on a déjà. Fait qu'il faut qu'on ait des robots qui viennent faire les nouvelles jobs pour que l'économie puisse continuer de grossir, parce qu'on n'oublie pas qu'on est sur un système qui est basé sur la dette avec une obligation de croissance de 4% à chaque année et que si on n'a pas cette croissance de 4%-là, ça prend 5-6 ans puis on est dans une récession comme qu'on n'a jamais vu. Puis là, tout le monde perd leur job, dépression, le monde se met à suicider, la société tombe. Puis là, on est rendu dans un film post-apocalyptique à la Mad Max. Il y a un sondage hier qui a été publié que 45% des hommes réfléchissent au suicide en ce moment. No wonder why. 65% des Gen Z. Et dans un monde où les traits typiquement masculins n'ont plus aucune valeur, parce que back in the days, c'était pratique d'être fort physiquement, c'était pratique d'avoir un corps qui était capable de prendre des boîtes puis de les bouger. Maintenant, ça ne l'est plus. Puis il y a comme une féminisation de la valeur, de qu'est-ce qui est projeté comme étant de la valeur dans notre société. C'est de plus en plus tilté vers le côté, vers les valeurs féminines, puis qu'est-ce que les femmes ont apporté à notre société. Parce qu'on ne va pas se cacher, c'est quoi la chose qui a le plus de valeur dans une société? Les enfants. Je suis totalement d'accord. Ben, tu connais mon autre projet sur lequel je travaille. Là. Donc, moi, c'est protection des enfants, c'est super important. Donc, of course qu'on a un paquet de problèmes, tant au niveau économique, au niveau social, au niveau des valeurs, au niveau d'un paquet de choses. La solution, c'est pas moins d'AI, c'est plus d'AI. Fait que, ça, c'est pas mal ma position face au problème. Je pense que la perception du problème d'alignement, entre guillemets, est plus un problème de PR. Oui, mais regarde, je pense que notre société ne peut pas vivre ne peut pas survivre sans AI. Parce qu'il y a des gains de productivité qu'on doit avoir. Tu sais, moi, quand je parle à des clients potentiels, je leur dis, à moins que tu aies trop de CV, puis que tu as tellement de CV que tu ne sais plus quoi faire avec, là, puis que tu as vraiment enlevé toutes tes activités à valeur ajoutée, puis que tu n'as plus d'économie à aller chercher, ben là, dans ce cas-là, tu n'as plus besoin de moi. Mais on n'est pas là nulle part. Là. On a tout
des trucs automatisés, puis on manque de monde. Donc, tu sais, quand même que demain matin, l'AI détruirait 10% des emplois, ces gens-là vont se relocaliser comme ça, en claquant des doigts. Puis oui, avec le déclin démographique, on va avoir besoin de robots, puis ça l'emmène à une idée qui a été dit que les robots puis l'AI devraient être taxés pour pouvoir contribuer au soutien des gens. C'est toute la patente. Toujours la solution, hein, plus de taxes. Taxer, comme là, en Alberta, il y a trop de chars électriques. Fait que là, ils veulent mettre une taxe sur les chars électriques parce qu'ils n'achètent pas assez de gaz. Trop beau. Fait que là, t'as plus l'argent du gaz. Fait que là, il faut que tu taxes les chars électriques. Ça, c'est une autre affaire. Je veux dire, comment notre système électrique va faire pour soutenir tous les kilojoules qui doivent être transférés des barrages à nos maisons quand tu vas enlever tous les kilojoules qu'il y a dans les stations-service? Ça, c'est une question. Puis tout le mining, la quantité de matériaux qu'il faut miner pour changer le parc automobile, et il faut miner plus de minéraux dans les 10 prochaines... J'ai vu une géologue sur LinkedIn, tu l'as peut-être vu, il faut miner plus de minéraux dans les 15 prochaines années que depuis le début de l'humanité. Puis ça, c'est au nom de sauver la planète. Mais... ça fait beaucoup de sens. Regarde, ce qu'il faut, c'est covoiturer puis être responsable. Puis, on s'entend qu'on ne prend pas bien soin de la planète. Là. Je pense pas qu'on peut dire que l'humain prend bien soin de la planète en ce moment puis fait une bonne utilisation des ressources. Mais il faut aller plus large. Mais là, comment qu'on a atterri là, je me souviens pas. Là. Mais l'AI... Tu parlais de taxes. Ouais, de taxes. Donc, excuse-moi, je t'ai parti ces taxes, c'est des choses à ne pas faire. Mais non, donc, oui, l'AI, on en a besoin. L'AI, comme qu'il est là, on en a besoin. Moi, c'est plus de me dire que moi, je pense qu'on est assez intelligent pour créer quelque chose de plus intelligent que nous. Puis de la même manière qu'un enfant peut se rebeller contre ses parents, tu sais qu'on peut dire que les parents sont comme les créateurs de l'enfant. Mais je pense que de la même manière, creux en dedans de nous, on sait que si quelque chose a le libre arbitre, ça lui donne l'opportunité de se rebeller contre son créateur. Puis c'est ça qu'on a peur. C'est normal, parce que depuis des générations en générations, on voit des enfants, certains enfants, se rebeller contre leurs parents. Et je suis d'accord avec ça. Le seul bout tout ce que je suis comme ouais, mais c'est au niveau justement de la notion de libre arbitre. Je pense pas qu'il existe de libre arbitre en ce moment. Toi, tu penses OK, mais l'humain en a un. L'humain en a un. Ben c'est ça. Ben exactement. Fait que comment tu définis le libre arbitre? Puis là, la dernière caméra va lâcher avant qu'on ait le temps de parler de ça. Exact. Écoute, je pense que c'est une conversation qui est excessivement intéressante. On aura probablement l'occasion future d'en rediscuter. On va pouvoir regarder les évolutions du marché face à l'intelligence artificielle, voir qu'est-ce qui s'est passé, qui a eu raison, qui a eu tort. Et en même temps, je suis quand même curieux de savoir les gens dans les commentaires qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils sont plus de ton côté? Est-ce qu'ils sont plus du mien? Est-ce qu'on est en train de créer Skynet sans s'en rendre compte ou c'est juste un outil qui est absolument essentiel et qui va changer, révolutionner pour le mieux la planète ou un mix des deux? Non, mais en même temps, c'est le timing. Puis le futur, c'est le futur. C'est essentiel for sure now. C'est sûr que c'est essentiel maintenant. Le futur, ben là, qui vivra verra. Là. Puis d'après moi, les deux, on a tort. Il va arriver d'autres choses. Probablement. C'est ça qui est la beauté des choses. Donc, allez nous dire dans les commentaires. J'ai ma caméra qui fonctionne. Allez nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et on va se revoir éventuellement dans un autre épisode de Scotch et Domination mondiale. Il faut que je fasse une petite confession avant qu'on se laisse. Je ne peux pas faire un épisode de Scotch et Domination mondiale où je n'ai pas bu de Scotch sans vous expliquer pourquoi. J'ai arrêté de boire. C'était pas bon pour mon petit ventre. C'était pas bon pour mon sommeil. Je prenais pas mal de Scotch parce que c'est bon du Scotch, on va se le dire. Fait que j'ai décidé d'arrêter. Si jamais je recommence, j'en remettrai sur le show. Je pense pas changer le nom du podcast pour ça, parce que je pense que ça capture quand même l'essence. Il y a une essence au Scotch. Sans, tu sais, un Transformer Model, un LLM n'est pas capable de décrire le feeling de la connotation. C'est trop drôle que tu dises ça. Mon fils, il veut devenir ingénieur. Il a 12 ans, il rentre au secondaire. Incroyable. Puis il m'a dit, tu sais, sur quoi je devrais travailler, papa? Puis j'ai dit, ben tu sais, les robots et les sensors en ce moment, ils voient aussi bien, sinon mieux que l'être humain. Ils parlent, ils entendent aussi bien que l'être humain. Le toucher, ils sont pas pires, mais l'odorat sont pourris. Fait que si tu veux faire un sensor pour équiper les robots, pour que les robots puissent sentir, le monde a besoin de ça. Puis comme ça, il pourrait détecter le manger qui est plus bon, des trucs comme ça. Je dis exactement. Il pourrait être capable peut-être que c'est mon fils. Scotch. Peut-être c'est mon fils qui va être capable de créer un sensor qui va être capable de décrire l'odeur du Scotch. Bon. ça va être quand même. Mais ça va être
vraiment très pratique pour moi parce que ça va me donner une façon, justement, d'expérimenter intellectuellement les scotch que je pourrais pas boire. Fait que sur ça, on se revoit dans un prochain épisode, potentiellement. Et puis, merci énormément de t'être déplacé. Toujours un grand plaisir de te parler. Et n'hésitez pas à aller remplir son truc pour le Bécan. Regardez comment ça marche. Très cool. Puis, donnez-moi des nouvelles aussi de qu'est-ce que ça va avoir donné comme démarche. Fait que sur ça, ciao.